Bien, bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes ravis de vous accueillir pour la 6e conférence grand public de l'ISM de cette année, cycle de conférences grand public qui porte sur les contre-pouvoirs dans les régimes à référence musulmane et qui est coordonné par Sophie Bilardello, qui est chargée à la fois de l'organisation du programme, de l'accueil des invités et de la préparation technique avec nos amis de la Bulac et notamment Juliette Pinson, que je salue et remercie pour l'accueil dans ce bel amphithéâtre. Merci à vous d'être venus pour écouter cette 6e intervention. L'année a été ouverte, vous vous en souvenez peut-être, par Gabriel Martinez-Grosz, a suivi une intervention de Mathieu Terrier, puis Noémie Lévy-Axu, Corinne Lefebvre, et la 5e intervention était uniquement en ligne, elle n'a pas pu avoir lieu dans ses locaux, et elle était assurée par Nabil Mouline, mais vous pouvez la retrouver et sur notre fil SoundCloud et la chaîne YouTube de l'ISM et également de la Bulac, je crois. Nous sommes très honorés d'accueillir Leila Darly-Mittal, dont j'avais lu l'ouvrage qui était tiré de sa thèse peu après sa publication, Une génération d'intellectuels arabes dans la première moitié du XXe siècle. Vraiment, le moment clé était la révolution ottomane en 1908, et puis après, il y avait les prolongements dans les différentes sociétés arabes, notamment pendant la période du mandat français en Syrie. Une attention était portée sur ce milieu-là. Leila Darly-Mittal est historienne chargée de recherche au CNRS. Elle dirige actuellement un projet ERC qui va durer encore 2 années, si j'ai bien compris, et qui porte sur la rive sud et est de la Méditerranée et les formes de mobilisation autour de cette rive. Donc l'intervention de ce soir est bien évidemment en lien avec le travail de pointe qu'elle propose et qu'elle prépare avec ses collègues. Parmi les autres ouvrages publiés, un ouvrage intitulé Esprit de la révolte, publié au Seuil, un manuel collectif qui était, si je ne me trompe pas, en lien avec une question de l'agrégation d'histoire, paru donc, c'était au Seuil également, et puis plus récemment, un travail sur ce qui se passe en Algérie et qui est intitulé Cheminement révolutionnaire. Je ne vais pas prendre trop longtemps la parole, mais je lui cède celle-ci très volontiers. Je vous rappelle les règles du jeu. Nous avons une intervention, mais après, l'intérêt de cette rencontre, c'est de pouvoir échanger avec l'intervenante, et ce soir, nous avons tout le loisir de pouvoir le faire. Même ceux qui sont à distance, on pourra nous transmettre vos questions. Donc n'hésitez pas, ceux qui nous suivent par écran interposé. L'intitulé de l'intervention de cette conférence ce soir, La rue, un contre-pouvoir décrypté, révolte contemporaine sur la rive sud et est de la Méditerranée. Leila Darly-Mittal, à vous la parole. Merci beaucoup, merci pour cette présentation. Et puis bonsoir à vous ici et à ceux éventuellement qui sont connectés derrière leurs écrans. Merci pour la présentation. Je vais juste essayer de situer d'abord cette présentation, cette conférence, dans le cadre du travail que je mène et surtout qui est mené collectivement. Ce programme ERC que je dirige porte en effet sur les révoltes et révolutions dans le monde arabe méditerranéen, donc sur la rive sud de la Méditerranée, disons à partir de la deuxième partie du XXe siècle. Il s'agit donc d'observer à la fois les révoltes telles qu'elles se produisent, mais aussi telles qu'elles s'imaginent ou voire se rêvent depuis les indépendances. Mon intervention de ce soir va plutôt porter sur la période la plus contemporaine, parce qu'il m'a semblé que ça pouvait aussi être intéressant de faire retour sur ce qui s'est passé au moment des soulèvements arabes. Je vais essayer d'être, disons, à la fois de parler de toute cette région, et sans entrer trop dans les détails, mais en donnant quelques clés au fur et à mesure. J'ai essayé aussi de la positionner dans le cadre du cycle de conférences, en m'attardant sur ce que c'est que la rue, et ce qui peut nous amener à penser un contre-pouvoir à partir de ce qu'on appelle la rue. Donc je remercie évidemment l'ISM pour cette invitation.
Et je voulais dire aussi que ce travail se situe aussi à un moment de nos recherches collectives qui est particulier. Et je crois que j'aurais eu plus de facilité à faire cette conférence il y a quelques années, où j'avais un certain nombre de certitudes. Et on est à ce moment-là où on a tellement ouvert de boîtes, de cartons d'archives, mais aussi de boîtes de toutes sortes de théories et de questionnements ensemble, que ça devient relativement difficile, finalement, de ressaisir tous ces matériaux. Donc je vous prie d'être relativement indulgent avec moi si parfois je vous fais part, je partage avec vous des doutes et des hésitations que nous avons justement dans notre propre cheminement de recherche. Tout d'abord, le titre que j'ai donné à cette conférence ne met pas de guillemets au mot rue, et je pense que c'est parce que je me défie des guillemets, mais il me semble que dans ce cas précis, il eût été plus prudent de les utiliser. Alors pourquoi ? Parce que ce mot de rue a été utilisé assez souvent, en particulier avant les soulèvements qui ont débuté en décembre 2010 en Tunisie, pour désigner quelque chose d'un peu complexe sur lequel je vais essayer de revenir rapidement en introduction, et en partant d'un texte de l'écrivain libanais Elias Rouli qui date de 2008 et que j'ai d'ailleurs déjà utilisé, mais qui m'avait particulièrement frappé puisqu'il s'était saisi ou avait essayé de comprendre ce qu'on désignait quand on parlait à l'époque très fréquemment de rue arabe, en particulier dans les médias et plus spécifiquement dans son cas dans les médias transnationaux de langue arabe. Donc, il a publié un éditorial du journal Al-Quds al-Arabi en 2008 pour décrypter ce qu'il y avait derrière cette expression. Et il la comparait, non pas comme je le vais faire peut-être avec le temps d'aujourd'hui, mais avec le temps d'avant 2008, celui où l'on parlait plutôt des masses arabes, expression aujourd'hui largement tombée en désuétude, mais qui, selon lui, désignait, je le cite, des forces réelles capables de mobilisation, même si elles étaient la traduction d'une rencontre problématique entre un vague projet national de type prussien et une lutte de classe où finit par l'emporter un capitalisme d'État naissant. Il évoquait donc cet usage des masses arabes, mais aussi une autre expression qui faisait tourner autour de la rue arabe, celle qui était le nom de la radio nassérienne, Sawt al-Arab, la voix des Arabes, et qui, elle aussi, fait référence au temps des luttes anticoloniales, ce moment où, comme je vous l'ai expliqué, notre programme commence. Enfin. Face à cela, la rue arabe semble être un choix, disons, neutre, ou en tout cas posé comme neutre au mi-temps des années 2000 par les médias qui l'utilisaient, et un choix qui dépolitisait, qui ne faisait aussi pas trop peur parce qu'il désignait des sujets qui s'additionnent et qui naviguent entre une dépossession politique et une dépossession économique. La rue arabe était dès lors faite de toutes ces rues, pleines de pauvres et de malheureux, je cite encore, qui ne voient rien d'autre qu'une solution individuelle à leurs problèmes et qui cherchent sur les écrans une illusoire compensation. Vous voyez comme ce texte était extrêmement teinté d'un fort pessimisme de la part d'un de ces intellectuels de la gauche arabe. Ce diagnostic de 2008, posé dans un temps où il semblait que les peuples devaient être dépossédés de tout pouvoir, pourrait sembler aujourd'hui décalé. La rue arabe aurait, semble-t-il, repris le pouvoir à partir de 2011. Néanmoins, par-delà peut-être les questions ou les querelles de vocabulaire, qui ne sont pas anodines dans le cas présent, parce qu'une partie de ce qui se joue, me semble-t-il, dans la difficulté à parler aujourd'hui des contestations et des soulèvements, réside dans la démonétisation d'une partie des mots qu'on utilisait un temps pour les dire, que ce soit les masses, les peuples, les citoyens ou la rue, mais aussi comme pendant la démonétisation d'un certain nombre de mots qu'on peut utiliser de manière interchangeable, soulèvement, révolte, révolution, manifestation, protestation.
aucun des mots dans les discussions qu'on peut voir se dérouler aujourd'hui ne semble trouver grâce, ou en tout cas faire consensus, sauf à entrer dans des querelles extrêmement techniques qui ne sont pas notre objet aujourd'hui. Donc, par-delà les modes de désignation, il me semble qu'il s'agit, pour nous, chercheurs, de savoir en effet si la rue a repris le pouvoir en 2011, d'abord si elle ne l'a jamais perdu, et aussi, bien entendu, ce qu'est la rue arabe et ce qui la distingue de ces fameuses masses arabes. Je vais donc vous parler ici essentiellement de la période très contemporaine, même si pour moi, cette période très contemporaine ne se réduit pas exclusivement au soulèvement de 2011, mais peut inclure un certain nombre de protestations ou de révoltes qui ont eu lieu avant, et évidemment, bien sûr, d'autres qui les ont suivis. Alors, c'est une ambition relativement importante qui dépasse le cadre de cette conférence que je vous décris là, essayer de se saisir ou de saisir la rue arabe. Et le travail que je fais, la manière dont il se situe, peut l'être aussi également ambitieuse. Mais je l'ai dit, il ne s'agit pas ici de faire une vision panoramique complète, mais peut-être des plongées collectives dans des réalités qui sont situées à la fois géographiquement et chronologiquement. C'est me semble-t-il, une des premières distinctions qu'il faut faire d'ordre méthodologique avec le temps des masses. Au temps des masses, si on lit les travaux de l'époque, du temps des masses, c'est-à-dire au moment des luttes anticoloniales et de la période qui a suivi, celle de ce qu'on appelait le développementalisme, des socialismes nationalistes qui ont suivi les émancipations nationales dans la plupart des pays de la zone. Si on suit par exemple les travaux de quelqu'un comme Samir Amin, dans le monde francophone, on est saisi par la capacité de ces intellectuels arabes de prendre ensemble ou apprendre ensemble des réalités immenses, à parler par masse. Et je dis cela pas du tout pour critiquer. Au contraire, je crois que la lecture de ces travaux, un temps un peu moqué, suscite, en tout cas en moi, une forme d'admiration étrange, notamment comparée à la difficulté que j'éprouve à prendre ensemble les réalités que je cherche à comprendre ou que nous cherchons à comprendre. Dans le cadre de ce projet de recherche, nous nous interrogeons par exemple sur les révolutions dans le monde arabe méditerranéen. Pourtant, plus nous avançons et plus il est difficile de les tenir ensemble, même si le projet consiste à continuer à les tenir ensemble. Il s'agit de comprendre comment s'élaborent des projets et des rêves d'émancipation dans les sociétés de la région. Et une des solutions que nous avons trouvées, à rebours des synthèses et des tentatives de compréhension globale ou massifiée, c'est de procéder au contraire par indice et par enquête. Nous confrontons, comme tous les chercheurs, à cette difficulté de la montée en généralité ou de la montée en comparaison. Et à chaque pas surgit une objection. Donc nous rechercherons plutôt ici ensemble des indices pour élucider les conditions d'expression et de déploiement de contestations multiples et multiformes qui se sont déroulées dans le passé ou continuent d'exister dans le présent, voire de celles qui ont été projetées et qui n'ont pas été mises en acte sous des formes politiques ou ont pu se glisser dans d'autres mondes sociaux. Commençons donc par dire que la rue n'est pas une donnée sociologique. Il n'y a de rue que parce qu'il y a événement. Et c'est peut-être là que le travail de l'historienne ou de l'historien peut être utile. C'est un lieu où se répercutent ou se percutent des temporalités, des rythmes différents. La rue, c'est une manière de dire, souvent péjorative et issue des langues du pouvoir, ce qu'est un peuple insurgé. Mais ni la rue, et ni le peuple en cette matière, n'ont d'existence sociologique avérée, descriptible et objectivable de manière atemporelle. Ce sont des réalités qu'on peut dire processuelles et mouvantes. Le mot de peuple, sha'b, arabe, a trouvé dans les révolutions sa définition politique. Cette définition a été figurée, décrite, portée par des langues et des écrits, par des œuvres, par des épisodes et une geste plus ou moins héroïque.
C'est ce qui s'est passé en partie pour la rue arabe en 2011, et on pourrait dire rapidement que la rue arabe est devenue peuple en 2011. Mais ça ne nous aiderait pas forcément beaucoup. Un temps qui a fait advenir en politique, quand même, sous une forme active, une réalité longtemps considérée comme négligeable. Donc retracer la révolte, c'est prendre acte d'abord de la capacité heuristique de l'événement qui permet de mettre à jour, de donner à voir, notamment ce qu'on peut appeler ici, pour l'occasion, dirons-nous, la rue. Alors l'intérêt de se pencher sur la rue et de garder ce vocabulaire, c'est précisément qu'il va nous aider à spatialiser ces révoltes et à les voir dans une certaine matérialité, ce que le peuple ne fait pas forcément. J'aborderai donc d'abord les pratiques contestataires et les tactiques pour comprendre où se situent les rapports de force et comment ils sont mis en scène dans la rue ou par la rue. J'essaierai ensuite de comprendre ce que sépare et ce que réunit la rue, et essayer de comprendre cet espace comme un espace qui fait communauté. Et ensuite, je m'interrogerai sur ce que dit la rue, une question un petit peu étrange, mais qui me semble importante de poser. Donc tout d'abord, la mise en jeu de pratiques contestataires et de tactiques, et pour essayer de voir où se situe le conflit dans l'idée de contre-pouvoir. Il y a cette idée d'une opposition qui se joue et qui se met en scène. Alors qu'est-ce que la rue? Autour de quelques exemples qu'on a, j'espère, tous en tête encore. Quand on parle de la rue dans le cadre des révoltes et des révolutions, on parle d'une mise en mobilisation, d'une mise en mobilité de l'acte même de se révolter. Cela apparaît d'abord comme une étape provisoire, une sorte de bilan pragmatique qui s'énonce par « nous avons vu des gens descendre dans la rue, se mobiliser ». En ce sens, évidemment, la mobilisation est au cœur de l'expérience révolutionnaire. Et c'est les images, évidemment, qu'on a en tête. Je vais essayer de vous en montrer quelques-unes, mais je suis très mal organisée, donc je vais y revenir. Voilà. Ouvrir ce PowerPoint. Je vais juste vous montrer quelques images. Ce n'est pas un vrai PowerPoint, mais pour l'instant, il n'a pas l'air de se connecter vraiment. Juste pour vous les mettre en tête, l'idée c'est d'avoir peut-être une désoccupation de l'espace. Non, ça n'est pas connecté. Qu'est-ce que je dois faire pour que ce soit connecté? La cabine. Voilà. Très bien. Mais c'est pas en... Excusez-moi. C'est où le diaporama, ça? Tout en haut? Là? Ah oui, d'accord, bien sûr. Très bien, merci. C'est gentil. Donc maintenant que le diaporama est situé, donc l'idée étant que des désirs de révolte ou des possibilités ou des potentialités de révolte s'actualisent dans un espace généralement urbain, on reviendra là-dessus, et se mettent en mouvement. En ce sens, la rue n'existe que lorsqu'elle est mise en mouvement par cette expérience. On va voir comment elle est partagée. Et la mobilisation, ce qu'on décrit comme une mobilisation, cette mise en mouvement, se traduit par des formes multiples d'appropriation de la ville ou de l'espace et de la rue en particulier. Alors, qu'est-ce que ça a comme importance de redire tout ça, qui peut sembler évident? C'est que cette façon d'envisager la révolte nous incite à regarder. C'est pas aussi une évidence, mais on a tendance à vouloir entendre les révolutions ou les décrire
de manière surplombante en les définissant comme des mouvements, comme des vagues, comme des choses qui grondent, dont on entend des échos. Alors il y a toute une série d'images qui sont liées à la question révolutionnaire. Et c'est relativement rare, ou un peu plus rare, de se situer à un endroit où on les considère comme des arts de la présence. Et là, je cite Asef Bayat, qui parlant des révolutions, alors celles qui sont les moins visibles, parlait de cet art de la présence. Et il me semble que l'art de la présence, il est également situable et visible, évidemment, dans ce type de présence à l'espace. Je reviendrai bien sûr sur Tahrir, que vous avez sous les yeux. Pour juste dire là, pour l'instant, en regardant cette image, le type de rapport à l'espace très spécifique qui se construit dans le moment révolutionnaire et la manière dont les révoltes et les contestations visent, et en tout cas font, une transformation de l'espace ici urbain. Alors elle le transforme en l'occupant. Ici, sous les yeux, vous avez une occupation de la place Tahrir en 2011, bien entendu, et dont on voit qu'à la fois elle épouse la géographie même de l'espace urbain, elle la souligne même de telle manière que, en réalité, dans une vision normale de cette place, on n'aurait pas un tel surlignement de sa géographie. Comme vous pouvez voir, les campements, l'organisation de l'occupation souligne tout à fait la manière dont peut s'articuler la circulation à l'intérieur de cette place. Par ailleurs, elle le souligne et elle renforce aussi son caractère symbolique. Si, de manière assez... j'ai choisi cette photo parce qu'elle est aussi... D'abord, elle est relativement vide, la place, sur cette photo-là. Et puis, on y voit les slogans écrits au sol et une certaine forme de réalisme sur la couleur du ciel du Caire, ce qui n'est pas toujours le cas. Étrangement, je me suis dit que d'autres photos devaient être plus retouchées. Elle est assez peu contrastée et on voit assez bien, en fait, comment elle s'insère dans cette immensité urbaine qui est le Caire. Mais je reviendrai un petit peu sur Tahrir, bien sûr, tout à l'heure. Et donc cette prise de possession, elle est, semble-t-il, évidente. Les révolutionnaires engagent a priori toujours leur rapport à l'espace comme un rapport à l'État, détenteur du pouvoir de modifier, d'organiser, de structurer les espaces, et qui peut, alors dans le cas de l'Égypte, c'est très 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 clair, en user, voire en abuser. Et ce rapport à l'État, me semble-t-il, ne doit pas être compris seulement à la manière d'un projet révolutionnaire, au sens où on projetterait quelque chose pour mettre à bas et pour renverser le pouvoir. Ce qui se joue dans cette manière d'occuper l'espace, c'est une mise à nu du pouvoir. C'est-à-dire d'abord, avant de le renverser, il s'agit d'abord de le désigner ou de le montrer ou de le mettre à nu. De désigner en réalité ce que tout le monde sait déjà avant de le faire tomber, ou en espérant le faire tomber. Et le pouvoir, dans cette perspective-là, n'est pas seulement un régime autoritaire incarné par un dictateur, mais bien, comme l'ont dit les manifestants et les révolutionnaires de manière répétée, tout un système, un ordre, un nidam, qui est familier aux révoltés, qu'il décrypte et déjoue en même temps qu'il le révèle. C'est aussi en ce sens que j'insiste sur cette manière qu'ont les occupants de la place Tahrir de souligner cet espace central de la capitale. Donc les lieux sont les principaux témoins de ce travail de révélateur. Alors bien sûr, c'est aussi désigné par des mots, par des slogans, par un certain nombre de pratiques, mais il me semble qu'on peut aussi le prendre ou le comprendre à travers, en se penchant simplement sur la manière dont la rue est prise. Travailler sur une révolte, alors, c'est d'abord la localiser
en faire une forme de cartographie et faire parler l'espace. Alors faire parler, c'est pas simplement nous, chercheuses et chercheurs, qui faisons parler l'espace. Il me semble que dans ce cas-là, il semble assez évident que ce sont les insurgés eux-mêmes qui font parler l'espace, qui cherchent à le faire parler. Et tous les révolutionnaires, à différentes échelles, pas simplement dans la centralité du Caire, pratiquent ce rapport au lieu, en se plaçant devant des espaces symboliques, en occupant des espaces qui sont des carrefours ou des conjonctions, et en essayant de les conquérir et de les tenir. Nombre des actions menées par les contestataires mettent l'espace au centre, qu'il s'agisse des manifestations. Alors là, il s'agit de l'autre grande place, une des autres grandes places des révolutions de 2011-2012, qui nous éloigne de l'espace méditerranéen, la place de la Perle à Bahreïn, qui a été aussi un espace d'occupation très organisé, très structuré, et qui a été détruite, j'y reviendrai. Mais voilà, je voulais revenir juste là-dessus. Ça peut être aussi des espaces extrêmement intimes, comme dans le cas de l'image que je vous montre actuellement, des salons privés qui ont été utilisés comme des espaces de manifestation et dont, évidemment, l'image circule dans un espace plus diffus qui est celui d'Internet. Mais qu'il s'agisse de ces manifestations dans les salons syriens ou des places des grandes villes, des parcours des manifestations ou des sit-ins, tout ce lien à l'espace est pensé et articulé par les insurgés eux-mêmes. Il semble que le soulèvement est capable d'articuler des différents niveaux d'appartenance, et cela ne signifie pas que les mondes ruraux ou urbains, par exemple, s'opposent, mais qu'ils cherchent à s'articuler à travers des espaces différenciés. Et donc, on peut parler d'espaces de la révolte qui se structurent dès lors à différentes échelles, que ce soit les axes, les infrastructures, des micro-quartiers, des banlieues plus ou moins reliées, ou des espaces dont le lien sera un lien plus immatériel à travers le net. Alors cette approche des espaces de la révolte, on pourrait dire simplement qu'elle est multisituée, mais elle ne nous sert pas uniquement à situer les acteurs ou à les localiser, mais à montrer comment ils produisent eux-mêmes leur espace en le figurant comme un contre-espace par rapport à celui qui est mimé ou qui est pris en charge par les pouvoirs auxquels ils s'opposent. Le deuxième aspect de cette analyse des espaces ou de la rue est un deuxième élément sur lequel je vais m'attarder. C'est au fond comment la rue, comment les rues ou comment les places sont un moyen de fabriquer du commun et comment elles sont une manière à la fois de réunir ou de relier et de mimer une forme de communauté révolutionnaire. On peut lire dans ce cas le moment ou le temps révolutionnaire comme un travail sur l'advenu, le moment où advient un peuple. La rue ne serait alors dans ce cas qu'un terrain d'expérimentation de cet advenu du peuple. Et ce qui est en jeu dans ces moments-là, c'est de faire communauté. Alors comment la rue accomplit ce geste-là ? Il me semble que c'est en mettant en espace des temporalités différentes dans un premier temps. Elle peuple, la rue alors se peuple ou se remplit, disons, de fantômes. Alors on a des exemples, excusez-moi, ils sont dans le désordre parce qu'elles doivent arriver dans un autre ordre par la suite. Alors comment on fait advenir des fantômes ? On les invoque sous la forme de textes ou de mise en geste d'un certain nombre d'autres références, en faisant référence à d'autres révoltes. Et on peut aussi les invoquer en faisant référence à
à d'autres révoltes qui ont pris corps dans les mêmes lieux. Et c'est en fait une des choses qu'on observe en écoutant ce qui se joue dans les rues, c'est qu'en réalité, il y a presque toujours la mémoire des autres révoltes qui est convoquée lorsqu'éclate un épisode révolutionnaire. Comment s'accomplit cette présence, disons, des fantômes? On peut penser bien sûr à la circulation de slogans ou de références directes, une mémoire militante qui réactive des slogans ou qui les adapte éventuellement. On pense bien sûr à Boulqasim Chebi, le poète tunisien, dont les poésies étaient à la fois ont accompagné l'indépendance, la lutte pour l'indépendance, et ont été réactivées dans un certain nombre de moments révolutionnaires du pays et au-delà, bien sûr. Mais on peut penser à des références, à des espaces qui deviennent des terres de révolte, dans lesquelles on a des récurrences protestataires, dont on peut trouver des explications évidemment politiques ou sociales, mais qui sont aussi l'idée selon laquelle on ne se bat pas forcément, et je reviendrai sur cette idée, dans la perspective d'une transformation dans le futur, mais par fidélité à des révoltes du passé. L'exemple que vous voyez sous vos yeux là est une peinture qui fait référence au massacre de Hama en 1982 et qui a été faite à la suite de la révolution syrienne de 2011. Et on voit combien la présence de cette mémoire-là est réactivée par les luttes qui s'engagent un certain nombre de décennies ensuite. C'est aussi évidemment le cas des révoltes qui se situent dans des espaces de révoltes récurrentes comme le Rif au Maroc, où chacune des révoltes qui s'y produisent, jusqu'en 2016 et jusqu'à aujourd'hui évidemment, sont aussi mises en scène et représentées comme la reprise d'une contestation précédente. Mais de manière moins connue et moins inscrite, disons, dans le marbre ou dans les mémoires officielles. Certains quartiers populaires, je pense par exemple à certains quartiers populaires de Tunis sur lesquels j'ai moi-même travaillé, vont prendre en charge une histoire qui est une histoire non écrite de leur révolte en l'inscrivant très précisément dans l'espace. Cela signifie, par exemple, si je prends le quartier de Jebel Lahmel à Tunis, qui est un quartier d'abord constitué d'habitats spontanés, donc de bidonvilles à partir des années 50, et qui ensuite s'est progressivement durci, s'est construit en dur, avec des plans d'aménagement du territoire qui ont été faits, et puis qui a été aussi le site de contestation sociale forte, notamment au moment des émeutes dites du pain en 1983-1984 et en 2011, en 2010-2011. Et lorsqu'on va dans ce quartier et qu'on parle avec les habitants, mais aussi quand on va chercher les archives de ces révoltes, on peut voir comment s'inscrivent dans les lieux mêmes les contestations. Cela signifie, par exemple, il ne s'agit pas seulement de voir où se situent par exemple les barricades, mais comment les habitants eux-mêmes décrivent les frontières de leur quartier. Quels espaces ils cherchent à occuper, quel type de conquête de l'espace leur permet la révolte. Comment, paradoxalement, la révolte, par exemple, de 1983-84 se déroule à un moment où le quartier est en train d'être pris en charge par une reconfiguration de l'État qui va assainir, construire des routes, acheminer des transports. Et on pourrait imaginer que cette façon d'accéder à ces services publics pourrait être considérée comme une amélioration de leur situation. Or, en réalité, cela figure bien plus clairement l'emprise de l'État sur leur espace. Et autant la plupart des habitants acceptent cette transformation et l'accueillent de manière assez positive, autant ils ne sont pas dupes
de ce que ça va leur ôter comme type de liberté ou de marge de négociation avec l'État. Et donc ils profitent de cette période-là aussi pour mettre en scène leur mainmise sur leur propre quartier. Donc voilà pour la présence de fantômes et donc l'idée selon laquelle travailler sur les espaces ou les rues révoltées nécessite de prendre en compte en réalité un rapport très intime et très construit, historiquement construit, des insurgés avec l'espace dans lequel ils vont se rendre. Hein. On parle souvent, par exemple, pour en revenir donc à la place, personne n'habite sur cette place, évidemment. On est dans un cas complètement différent de celui de Chemin Lahmel dont je viens de parler, ou du Rif, où on voit bien comment la structuration communautaire part en réalité des maisons. Là, on est dans tout le monde y vient. Hein, tout le monde fait le geste de s'installer là. Donc c'est une configuration où la présence au sol, pour le dire très très directement, ne s'inscrit pas dans le même type d'affect. Il s'agit là vraiment, on est dans une prise, comme on prendrait le Palais d'Hiver ou quand on prendrait, et évidemment la prise de la place Tahrir se raconte de cette manière-là, comme une prise. Ce qui ne l'empêche pas d'être aussi une prise qui en évoque d'autres. D'autres moments où la place Tahrir a été prise, y compris dans les années précédentes, enfin assez proches de 2011, c'est-à-dire les moments où des manifestations ont été réprimées, les moments où toute une série de luttes sociales ont pris place à cet endroit-là. Et bien sûr, évidemment, c'est la place du pouvoir qu'il faut prendre. Donc là, le rapport à l'espace et à la rue se charge et est chargé d'emblée de ces histoires qui se sont racontées, de ces images qui ont été vues, et elle fait de ces révoltes des révoltes qui sont évidemment porteuses d'horizons révolutionnaires chantants, mais toujours en permanence, me semble-t-il, porteuses aussi de révolutions passées ou d'espoirs qui ont pu être déjà inscrits dans cette matérialité spatiale. Une fois cela dit, l'occupation de l'espace crée aussi d'autres communautés qui se rassemblent dans les rues à l'occasion des protestations. Ce peut être bien sûr des communautés politiques constituées comme des syndicats, des groupes politiques, mais ce sont aussi d'autres unités de solidarité qui existent et qui sont rendues visibles. J'ai déjà parlé du quartier, mais c'est évident si on pense aux mobilisations en Algérie en 2019-2020. On a vu aussi des quartiers entiers se rejoindre dans les vendredis. Les communautés, on peut penser aussi pour l'Algérie aux communautés de supporters de foot qui sont liées aussi à des unités de quartier et qui vont aller se rendre ou se rassembler sur certains espaces. On a aussi des affinités d'âge ou de référence, des affinités de genre, bien sûr, des communautés qui peuvent exister sur le web, par exemple, autour de certaines pages Facebook ou autour de certaines revendications spécifiques. L'ensemble de ces communautés se rassemble dans un espace dit public. Alors c'est aussi une affaire individuelle qui se joue là. L'individu à la fois rejoint une communauté par la révolte, mais il est aussi dans un processus d'individualisation par la révolte, c'est-à-dire qu'il va exprimer dans ses expériences du politique l'un des aspects, et là, cette image le montre moins, mais on pourrait rentrer dans le détail des différentes spécialisations et segmentations de l'espace occupé, dans lequel chacun circule et va trouver sa manière ou ses manières d'appartenir à la communauté plus grande. Et on le voit si on suit les différents parcours d'engagement, combien ces affiliations et ces appartenances sont perçues
comme étant à la fois des moteurs et des réalisations individuelles de chacune et de chacun dans ces espaces dits publics. Alors là, on pourrait développer, mais je pense que je vais plutôt aller passer à la partie suivante, qui est de comprendre quel sens donner à cette mise au centre de l'espace public. Alors, où est la rue ? C'est en fait cette question-là qui est la question suivante. Là, dans les exemples que je vous ai donnés, il y a évidemment une certaine évidence de la rue. Pourtant, tout comme j'ai dit au début que Elias Roui parlait de la rue arabe à l'opposé des masses arabes, je dirais que la rue révolutionnaire, elle s'oppose aussi à d'autres images des rues dans les pays concernés. On a en tête des espaces dans lesquels, souvenez-vous de cette expression des années 80, où les jeunes Algériens en particulier étaient appelés des hittistes, des gens qui tenaient les murs, qui tenaient les rues. Et donc c'est là aussi une épaisseur de la présence dans les rues. Qui sont ces jeunes qu'on a vus se mobiliser ? Sont-ils des jeunes qui déjà, dont la rue est déjà un espace d'appartenance et comment se transforment leurs rues ? Leurs rues qui sont structurées plutôt par des espaces tels les cafés, les marchés, les stades, les mosquées. Et est-ce que ces espaces-là sont effacés par une prise plus spectaculaire des espaces du pouvoir, ou est-ce que finalement tous ces espaces, et c'est plutôt mon hypothèse, se rejoignent dans la rue révolutionnaire ? Et donc il y a deux éléments dans cette définition de la rue. D'un côté, la prise de l'espace public au sens plus symbolique et stratégique, comme l'un des enjeux de la mobilisation, et l'autre qui est d'en faire un reflet de ce qu'est leur espace public à eux. C'est pour ça que la notion de public est revisitée ou réinvestie par les révolutionnaires. En effet, dans les régimes autoritaires, et probablement pas seulement, le contrôle de l'espace fait partie intégrante du répertoire de gouvernement des populations. C'est en cela que reprendre l'espace, l'occuper, en subvertir les codes et les usages est un acte politique contestataire particulièrement révolutionnaire. Par ailleurs, l'occupation d'espaces publics rend possible tout un ensemble de choses. Tout d'abord, elle permet bien sûr le blocage de la vie quotidienne ou l'arrêt d'un certain nombre d'activités de la vie quotidienne, ce qui contribue à renforcer ce caractère ressenti d'extraordinaire de l'événement en cours. La protestation publique, elle permet par ailleurs de rassembler des groupes d'individus hétérogènes, je l'ai dit. Contrairement à d'autres types d'actions protestateurs, comme par exemple l'occupation de son lieu de travail ou d'études, ou son université, protester dans des espaces publics met en relation, ou peut en tout cas mettre en relation des groupes sociaux plus divers et autorise une forme de brassage. C'est dans la rencontre avec des autres sociaux qu'une montée en peuple, moi je dirais, s'avère possible et qu'une identité collective peut se stabiliser ou en tout cas se mimer face au régime. Cela, me semble-t-il, est d'autant plus vrai lorsque ce dernier tente, par divers moyens, de reprendre la place aux manifestants. La territorialisation qui découle de cet acte d'occupation, mais aussi de la répression, se renforce par des pratiques très visibles ici, comme le campement ou l'érection de barrières à l'entrée, qui permet des fouilles, qui permet aussi de contrôler qui rentre et qui sort. L'occupation des places, vous le savez, a une histoire dans les soulèvements de 2010-2011. Je ne vais pas y revenir, mais cette histoire, elle est faite de conquête, d'aller-retour, de repli et de repli tactique et de retour sur la place. Chacun de ces épisodes montre finalement non seulement bien sûr le rapport de force et la manière dont on peut figurer, mais va encore une fois redire l'importance que ces lieux ont pour les manifestants. Et je ne vais pas les nommer toutes, mais c'est le cas de la place de la Casbah à Tunis, bien sûr, de la place Tahrir et de la place de Bahreïn que j'ai évoquée tout à l'heure.
Mais je vais m'y attarder juste une seconde sur Bahreïn, parce que ce qui semble intéressant à voir aussi à propos de cette place-là, c'est qu'après les soulèvements et après, comme vous le savez, la répression massive qui a eu lieu à Bahreïn, le pouvoir a éprouvé le besoin d'effacer la place. Cette place n'existe plus. Aujourd'hui, elle a été entièrement rasée. Et c'est peut-être malgré la défaite, non seulement apparente mais réelle, des soulèvements avec des emprisonnements massifs, cette défaite se marque par une forme de victoire dans cette volonté même du pouvoir d'effacer les traces de cette occupation. Cette place, elle n'avait pas forcément c'est pas la place Tahrir, c'était pas une place qui était forcément une place qui était très au centre, mais elle était justement marquée par ce monument à la perle. Et elle avait un nom très, très banal, c'est le rond-point du Conseil de l'entraide en réalité. Et c'était un monument qui avait été érigé à l'occasion du congrès de coopération du Golfe. Et donc, il n'y avait pas de signification directement liée ni au pouvoir central particulièrement, ni même à une forme de contestation ou à des mémoires. Elle était au contraire plutôt liée à quelque chose qui semblait assez neutre, c'est-à-dire l'affichage d'une forme de modernité, de réussite. Et c'est devenu, à cause des mobilisations, une place qui s'est chargée d'une mémoire révolutionnaire. Et c'est en ce sens, et c'est uniquement pour ça, qu'elle a été rasée et prise en grippe, si j'ose dire, par le pouvoir en place. Jusqu'à ce que finalement il devienne assez difficile même de trouver des images de cette place, puisque la damnation de la mémoire de cette place s'est étendue, y compris à ces images, aux cartes postales qui pouvaient la figurer, etc., et aux représentations qui liaient la place Manama et cette place. Ce qui signifie bien que, en tout cas, les insurgés peuvent précisément charger les espaces, les charger presque autant, si ce n'est plus, que le pouvoir lui-même peut investir des espaces en les chargeant de monumentalité, de symbolique, etc. C'est aussi comme ça, me semble-t-il, qu'il faut comprendre la manière dont les manifestants ou les insurgés peuvent mettre en scène les espaces du pouvoir. Je vais essayer d'avancer parce que j'ai regardé l'heure tout à l'heure. Je vais passer à la dernière partie de ce que je voulais vous dire ici. Quand on dit que les protestataires chargent la rue, on peut aussi en parler en se demandant ce qu'ils lui font dire, ce qu'il dit à la rue. Comment on peut saisir finalement les protestations et le contre-pouvoir qu'ils manifestent par ces traces qu'ils laissent ou par les discours qu'ils prennent en charge par ces espaces ou par la rue. Le caractère performatique de la prise de la rue n'est pas seulement visible dans sa forme spectaculaire et occasionnelle, mais je dirais dans sa forme quotidienne. Donc si les printemps arabes ont donné lieu à une discussion sur des révolutions sans révolutionnaires, on a pu parler de cette formule toujours d'Assef Bayat. L'idée, c'était de dire que finalement, il y avait eu des révolutions, mais il n'y avait pas de révolutionnaires au sens où il n'y avait pas de projet révolutionnaire porté par des professionnels, disons, de la révolution. On pourrait, en tout cas c'est notre hypothèse, d'essayer de proposer une formule inverse aujourd'hui, qui correspond plus aux réalités que je viens de décrire et qui sont rencontrées sur le terrain, c'est-à-dire des espaces avec des révolutionnaires mais sans révolution. Alors qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire ? L'idée, c'est de dire que finalement cette question du projet révolutionnaire n'est pas réellement ce qui fait sens quand on observe les contestations et les soulèvements de 2011. Ce qui ne signifie pas que ces révolutionnaires n'ont rien à dire, mais qu'elles sont en train de le dire au moment où elles pratiquent
la révolution, qu'elles sont en train de le chercher d'une certaine manière. Ce que l'occupation, ce que les occupations d'espace et les manières de parcourir la rue ou les rues, me semble-t-il, disent assez bien. Qu'est-ce qui se produit pour qu'advienne la révolution? C'est pas forcément la bonne question, mais plutôt la bonne question serait c'est quand et comment les révoltés se constituent-ils en peuple révolutionnaire? Et au fond, les différents épisodes auxquels on a assisté sont des épisodes de constitution de peuple révolutionnaire, avec des lieux d'exercice, qui sont des lieux matériels, mais qui peuvent être aussi des lieux théoriques, et des surfaces de projection pour des projets réels, et donc dans lesquels on va avoir des prises de parole, comme ici, mais aussi, là c'est encore des prises de parole sous d'autres formes, mais aussi des prises d'espace, telles qu'on l'a vu tout à l'heure, des développements de pratiques de lutte qui impliquent la mise en place d'une communauté d'expérience, et puis une notion de, là-dessus, un soin qui est le soin de cet espace révolutionnaire. Un des aspects sur lesquels on a pu se pencher dans le livre que vous évoquiez sur l'esprit de la révolte, ça a été cette prise en charge de la... Alors, il y a la prise en charge de l'occupation des places par le peuple insurgé, mais vous avez pu le voir aussi, je ne sais pas si vous en souvenez, ces insurgés prennent aussi en charge le nettoyage de ces places, et le fait que en réalité, ils veulent laisser la place propre, y compris après leur départ. Voilà, c'était l'archive qu'on avait utilisée dans le livre. C'est cette dame qui participe aux marches à Alger et qui vient toujours manifester avec un balai, qui est censé dire évidemment du balai aux dirigeants, mais qui est aussi utilisé pour... alors vous l'avez vu, il y avait aussi des gens qui avaient des poubelles, il y avait des tas de gens qui en fait, au fur et à mesure que se déroulait la manifestation, nettoyaient derrière et nettoyaient les traces et nettoyaient toutes sortes de... tout ce qui pouvait être laissé derrière. On a aussi cette image de la place Tahrir où les manifestants et les occupants ramassent tous les déchets et vont même jusqu'à repeindre les trottoirs. Ce geste, il nous avait semblé, en l'étudiant, être un geste un peu étrange pour un peuple révolutionnaire. On a peu d'exemples de révolutionnaires qui nettoient derrière eux. Et c'est une des façons, me semble-t-il, de redéfinir et de comprendre ce que dit la rue, et ce qu'on dit par la rue, pour le dire plus clairement. C'est la rue. C'est une façon de dire, bien sûr, la rue nous appartient, mais c'est aussi une façon de signifier par des ritualisations spécifiques qu'il y a une forme de miroir du pouvoir qui se joue dans les communautés occupantes, et ces communautés occupantes veulent être un miroir du pouvoir qui, bien sûr, signifie qu'il est propre, alors avec toute la polysémie du mot propre, dans un contexte où on dénonce des corruptions, etc., mais aussi qu'il prend en charge l'espace public et lui redonne son caractère public face à un pouvoir qui délaisse ce type de prise en charge ou de soins portés à l'espace public. Je voudrais essayer de conclure pour pas vous affliger trop encore avec tous les questionnements que cette question de la rue a pu ouvrir, y compris pour moi à ce stade de ma recherche. Je voudrais juste conclure en revenant sur cette gestuelle ou cette geste de la rue, en montrant aussi combien ces ritualisations ont pu être mises devenir inaperçus au fur et à mesure que les révolutions sont montées en violence et en répression. On a des images et on a des traces, évidemment,
des affrontements entre les manifestants et les forces dites de l'ordre. On a bien sûr la montée en guerre dans le cas d'un certain nombre de ces pays, en Syrie en particulier, en Libye. Et c'est intéressant à cet égard de voir les stratégies qui se sont déployées dans les mouvements de contestation et les soulèvements qui ont eu lieu à partir de 2019 en Algérie, en Irak, au Liban, au Soudan. Comme si, dans leur pratique même, ces soulèvements avaient tiré les conclusions de ce qui s'était passé ailleurs. Et le Hirak algérien en particulier me semble intéressant dans cette perspective, puisqu'il a tenu une sorte de ligne de crête qui, en tout cas dans le discours et dans les pratiques protestataires, semble tourner résolument le dos à la prise de pouvoir en tant que telle, en maniant des langages qui sont dans le registre de la désertion, d'abord bien sûr celle des urnes, mais aussi de tout le jeu de dupes que lui propose le pouvoir en place, et qui établit une pratique qui se doit de ressembler au monde qu'il cherche à faire advenir. Alors, dans le cas de l'Algérie, on peut dire qu'il tire les leçons des protestations qui ont eu lieu avant, mais probablement aussi, bien sûr, de la décennie noire, des années 90. Mais cela revient aussi à dire que cette mémoire de la pratique des espaces et de la pratique de la rue, elle est aussi une mémoire transnationale dans l'espace considéré. Bien sûr, dans les temps contemporains, cette pratique transnationale de l'espace, elle est renforcée par le fait que les images circulent, mais il me semble qu'elle mérite d'être comprise en tant que telle. Et donc après ce survol, dont je vous prie de m'excuser, puisqu'il faudrait avoir beaucoup plus de temps pour aller et se pencher sur chacune de ces expériences, je ne vous ai pas raconté ici les révoltes et je n'ai certainement pas totalement saisi moi-même ce que c'est que la rue. Mais j'ai essayé de me pencher sur ce que c'était que ce décryptage dont il s'agit aussi dans cette conférence. Parce qu'au fond, le décryptage est au centre de l'acte révolutionnaire. Avec cette idée qui disons, est sous-jacente et qui revient de manière récurrente, qui est celle qui consiste à dire que les insurgés et les contestataires sont des décrypteurs et décryptent en permanence le pouvoir pour le révéler et pour le subvertir. Comment donc prendre le pouvoir de cette manière-là ? Ne se contente-t-on pas, dans ce cas-là, à rester dans une forme d'impuissance ? C'est peut-être le sentiment qu'on peut avoir à la relecture. La rue, comme instance manifestante, n'est-elle pas sans cesse ramenée à une routine du politique où elle doit céder la place à la vie normale, au trafic routier, aux routines capitalistes, au tourisme, à la marche des affaires, ce qui peut-être nous permet d'avancer et de pas rester dans cette impasse qui consisterait à dire finalement que c'est des espaces qui sont pris, repris, dépris, ressaisis. C'est peut-être d'essayer de comprendre comment la rue charrie et met en scène aussi des émotions qu'elle fait accéder aux politiques. Et elle retrouve aussi sa place dans l'intime, dans des mondes sociaux qui lui sont dédiés, dans les arts, dans les sports, dans une partie de la vie intellectuelle, c'est certain. On serait donc alors condamné à voir ce rapport au pouvoir comme un lien de flux et de reflux, mais pourtant, les communautés constituées nous incitent à avoir une vision légèrement différente. Le fait de prendre soin de sa révolution signifie par la suite pouvoir en chérir le souvenir, y compris dans la défaite. Cela laisse la place à des discours d'anciens combattants, qui ne sont pas simplement des histoires de batailles et de victoires éphémères, mais des souvenirs de partage, des souvenirs d'une atmosphère qui se transforme radicalement et d'un vide du pouvoir, ou plutôt d'une potentialité d'un vide du pouvoir qui s'ouvre dans ces moments-là. Il me semble que là aussi, c'est dans l'expérience de ce genre de prise en charge collective, dans le ressenti d'un monde où le nidam, donc le système ou le pouvoir politique, s'efface,
que se pense une nouvelle manière d'appréhender le pouvoir politique. En ce sens, ces soulèvements ne sont pas des revanches, ou des soulèvements pour la démocratie, ou des soulèvements pour la justice sociale, ou des soulèvements pour la justice territoriale, même s'ils peuvent inclure toutes ces choses. Ils sont tout cela à la fois en ce qu'ils produisent un espace dans lequel il est possible de saisir ensemble et d'expérimenter ensemble des aspirations et des réalités. Donc au cœur, il n'y a pas que des émotions positives, c'est important de le dire, ce ne sont pas que des espaces enchantés. Il y a d'emblée du désenchantement, d'emblée de la fatigue, de la mélancolie, de la tension, de la nostalgie, qui tous sont préférables, en tout cas dans l'instant, à l'ennui, au vide ou à l'humiliation. Je vous remercie. Merci beaucoup, Leïla Dakhli-Mettal, pour cet exposé extrêmement clair, avec les 3 éléments qui permettent de décoder cette occupation de la rue et une certaine définition de la rue, même si cette définition n'est pas verrouillée, elle reste ouverte. Alors, le temps est venu de vous laisser la parole, très vite, pour qu'il y ait un échange qui s'instaure entre vous et notre intervenante. Un micro va circuler. Il devrait arriver. Voilà. Vous levez la main et vous posez vos questions. Une première question en bas. Merci beaucoup pour cette lecture. J'ai été très touchée par la fin, en fait, et la conclusion qui en fait, répond aussi à des questions qu'on se pose tous sur et pourquoi, et qu'est-ce qui va advenir, est-ce qu'on peut parler d'échec, et voilà. Et également par toute cette lecture, en fait, que vous nous proposez. Vous avez parlé au début de la difficulté, en fait, de tenir ensemble ces mouvements qui peuvent être assez différents. Et je voulais savoir si, parce que vous en avez très peu parlé, vous l'avez juste cité à la fin, en conclusion, la question du Liban et de la Thawra de 2019, parce qu'il y a des éléments qu'on retrouve sur la question du nettoyage, sur la question de créer une société, l'occupation de la place. Les fantômes, par contre, je ne les ai pas forcément retrouvés. Enfin voilà, je voulais voir si vous l'avez volontairement mis de côté ou si ça fait partie de votre corpus. Voilà, merci. Merci beaucoup. Oui, alors évidemment, je ne pouvais pas donner des exemples toujours de partout. Le Liban, c'est très intéressant. Là. Enfin, évidemment, ça aurait pu être porté, j'aurais pu faire, je pense, toute la présentation avec uniquement des exemples libanais. D'autant plus que les espaces publics qui ont été occupés au Liban sont des espaces particulièrement compliqués, comme tous les espaces publics au Liban. Donc ça aussi, ça fait partie, quand on pense justement l'appropriation des rues, et que je disais tout à l'heure qu'on arrivait dans une rue avec, ou dans un espace avec tout ce qui charrie avant lui. Le fait que les révolutionnaires, que la Thawra libanaise se soit installée, je veux dire, l'espace, par exemple, la place de Tripoli n'a pas du tout le même statut que le centre-ville de Beyrouth en termes justement de fantômes. Il n'y a pas les mêmes fantômes qui circulent. Et il y a même quelque chose qui, là, relève de la réinvention d'une forme de public, de la notion d'espace public. On est dans l'espace central de la ville de Beyrouth étant un espace complètement reconstruit après-guerre. On peut considérer qu'il est en effet peuplé de pas mal de fantômes, même si justement sa reconstruction en fait aussi un espace très largement factice qui n'est plus un centre-ville, contrairement à l'espace Tahrir, par exemple. Donc, en revanche, il est assez certain que la Thawra lui a redonné une dimension politique qu'il avait eue là aussi. C'est pas, les fantômes, c'est aussi les fantômes de 2005, là, en l'occurrence, et d'autres types d'occupation de cet espace-là. Pour ce qui est de la place centrale de Tripoli, elle joue un autre rôle justement de décentrement, évidemment, par rapport à la capitale, mais aussi d'actualisation d'une autre forme
de politisation de Tripoli comme une ville, en fait, comme une ville qui justement aurait un centre, qui aurait une circulation avec. Et là, ça ressemble beaucoup plus, à mon avis, à Tahrib, parce que c'est quand même un espace extrêmement vivant, extrêmement commercial. C'est un carrefour, etc. Qui va bloquer aussi une partie de la circulation dans la ville, ce qui est un peu le cas à Beyrouth, mais qui n'est pas forcément le cas quand on se met du côté du centre-ville. Alors pour les fantômes. Il me semble que là, c'est difficile de le faire, disons, de parler de ces histoires de fantômes terme à terme, parce qu'en réalité, je pense que les Libanais, dans ce qu'ils ont, cet espace aussi, il s'est beaucoup déployé, il s'est beaucoup spécialisé. Donc, je pense qu'à Tripoli, il s'agissait vraiment de. Enfin, en tout cas, moi, ce que j'entendais, enfin, ce que je vois en regardant comment se déploie la place, c'est l'appartenance de cette ville à l'espace national, hein, qui se dit. Tandis que dans la différenciation des espaces au sein de la mobilisation beyroutine, on a beaucoup plus de routines, de vieilles routines politiques qui se sont remises en jeu. Et plutôt alors une confrontation ou un positionnement par rapport à d'autres révoltes qui ont lieu, ou bien ont eu lieu au Liban. On peut penser aux protestations liées aux ordures, on peut penser évidemment à la mobilisation suite à l'assassinat de Hariri, etc. Mais aussi, je pense, des phénomènes d'écho très forts avec les autres révolutions arabes, hein, dans la manière, là, ça vient de Beyrouth, par exemple, hein, la revendication même, ou en tout cas la centralité même du mot de révolution, ça voilà, est très marquée et très insistante de la part des Libanais qui performent l'idée que c'est une révolution, et ils le disent d'ailleurs, et c'est pas un mouvement social, c'est une révolution, en référence à tout ce qui a pu se dérouler précédemment. Enfin, je ne sais pas si je réponds clairement, mais je pense qu'on pourrait en parler plus longuement. Merci. Une autre question ? Merci pour cette cartographie sensible et par le bas. Et je pensais, moi je voulais venir un petit peu. Je me demandais un peu quel était le rôle de la rue dans la construction des contre-pouvoirs quand ils commencent à s'institutionnaliser. Et un peu quel est le rapport de ces contre-pouvoirs institutionnalisés à la rue. Après, on peut penser par exemple à comment en Syrie, les conseils locaux se construisent parce que l'État abandonne complètement la rue dans certaines villes, même la ville entière. Ou comment en Égypte, il y a vraiment un abandon de la rue par une partie du contre-pouvoir au bout d'un moment. Mais là, quand vous avez parlé du Hirak algérien, j'ai l'impression qu'il y a aussi une autre dimension de comment est vécue cette rue par les insurgés au moment où le contre-pouvoir commence à s'institutionnaliser. Et je voulais savoir si vous pouviez en dire un peu plus. Merci. Alors, si j'ai bien compris, je ne suis pas sûre d'avoir compris. Alors, c'est la prise en charge même de l'espace par les révolutionnaires eux-mêmes. Alors, il y a plusieurs exemples, en tout cas, de continuité entre l'occupation révolutionnaire de la rue et la prise en charge, finalement, des services publics par ces mêmes instances. Les comités locaux syriens en sont un bon exemple, en particulier parce que ça s'installe quand même sur un certain temps dans un certain nombre de régions, mais de manière plus éphémère, par exemple, les récits qu'on a des moments insurrectionnels montrent comment les dynamiques, disons, de la rue se continuent pour la protection, par exemple, d'un quartier ou pour l'acheminement d'un certain nombre de... Enfin, voilà, la sécurisation. Il aurait fallu reprendre la place Tahrir, mais il y aura aussi d'autres exemples dans les différents quartiers où les insurgés vont prendre en charge
l'évacuation des blessés, le soin, la possibilité de protéger les plus faibles des familles ou des personnes âgées, la surveillance aussi des points d'entrée des quartiers. On l'a vu beaucoup dans les moments de vide du pouvoir, enfin, ou en tout cas d'incertitude, quand on sait que le régime est en train de tomber, qu'il est tombé, mais qu'on n'a pas trop de visibilité sur ce qui va se passer. Les insurgés prennent en charge, et ça peut se poursuivre. Dans la plupart des cas, ça ne s'est pas poursuivi. Les comités révolutionnaires syriens sont des exemples un petit peu uniques, en réalité, avec ce qui s'est passé aussi au Kurdistan, de cette prise en charge révolutionnaire, qui ressemble plus à ce qu'on a appris dans les livres d'histoire, en fait, de ce que c'est qu'une révolution, où on a des comités, qui soient des soviets ou autres, qui prennent en charge comme ça des territoires et qui vont, du coup, par la pratique, définir une autre forme d'exercice du pouvoir, face au pouvoir ou qui est en train de se réarmer pour revenir, ou qui, en effet, a laissé une place vide. Mais c'est des lieux d'observation très intéressants, y compris dans les dynamiques de brutalisation qui peuvent avoir lieu avec des conflits entre les différentes factions, mais aussi parce qu'une partie du travail va consister à s'armer contre la répression. Donc on peut en partie prendre en charge la vie quotidienne, les hôpitaux, etc. Mais ça va être d'ailleurs, c'est des choses qui se font, mais il y a aussi toute une énergie qui est tournée vers la défense, en fait, l'armement, la défense et la possibilité de maintenir et de sécuriser ces zones, je sais pas comment dire, ces zones à défendre, comme on pourrait dire aujourd'hui. Mais je pense que c'est aussi très important de ne pas les réduire à ça, c'est-à-dire de ne pas juste les voir comme des zones à défendre militarisées, mais de bien montrer, de bien être à l'écoute et de bien voir comme ça a été aussi des lieux de création d'alternatives, de possibilités d'exercer la politique autrement. Et dans bien des cas, c'est des exemples qui sont très intéressants à regarder de près. Quelle que soit l'échelle, si on prend simplement l'échelle d'une place occupée ou l'échelle de tout un village. Bon, là, j'avais un exemple qui est l'exemple peut-être le plus connu de syrien, de Khafel Hambel, tout à l'heure avec les enfants. C'est une communauté qui a vraiment pris en charge son statut de communauté révolutionnaire en mettant en place presque des infrastructures, mais en tout cas des rites, des ritualisations et des pratiques politiques nouvelles, quoi. Merci. Une autre question ? Bonjour, Hicham El Alaoui. Ma question, je suis historien chargé de recherche au CNRS. J'ai deux questions. La première, par rapport à la révolte en Orient, quel est l'impact ou la place des non-musulmans dans la révolte de la rue? Ma seconde question, c'est par rapport aux révoltes au Maghreb. Qu'est-ce qui distingue entre la révolte dans la rue en Orient et en Occident musulman, notamment le Maghreb? Merci. Merci pour ces questions. C'est des questions très, très vastes. Alors, les musulmans et les non-musulmans, déjà, pour commencer, c'est, me semble-t-il, alors, vous avez bien vu, là, je me concentre sur des moments révolutionnaires spécifiques, c'est-à-dire des moments où la rue est prise par des insurgés. Cette distinction communautaire, elle a plutôt tendance à être, ou religieuse, elle a plutôt tendance à être gommée par ces moments-là, dans un premier temps. Même si on a pu voir, en particulier d'ailleurs en Égypte, des formes de manifestations religieuses au sein évidemment vous avez peut-être tous en tête, en tout cas moi j'ai encore en tête, les prières collectives qui se déroulaient sur Tahlil ou à d'autres endroits en Égypte pendant les manifestations elles-mêmes.
et par ailleurs des formes ostentatoires, disons, des manières de signifier le lien entre, en l'occurrence les Coptes et les musulmans, de dire, dans le cas syrien, très très fortement, c'était le slogan récurrent, le peuple est un et uni, c'était vraiment une façon de déjouer tactiquement, évidemment, la propagande qui s'était mise en marche très très vite sur le thème tous ces insurgés sont des islamistes potentiels, etc. Mais il y avait aussi une façon là aussi, de faire peuple. Qu'est-ce que c'était que faire peuple dans un espace. Souvent, d'ailleurs, il faut le dire aussi, ces révolutions, elles ont pris en charge le cadre national de manière très forte, en reprenant les drapeaux, etc. Et donc de redonner à ce cadre son sens d'espace de cohabitation. Alors ça, c'est beaucoup en Orient et dans des sociétés qui sont multiconfessionnelles. Et dans un contexte où, évidemment, les lignes de fracture confessionnelles, qui ne passent pas uniquement d'ailleurs entre musulmans et non-musulmans, mais très très largement aussi entre musulmans, entre chiites et sunnites, devenaient une arme, disons, de propagande réciproque. Vous êtes là pour semer la fitna et vous êtes là, réciproquement, en particulier dans le cas syrien, les insurgés accusant aussi le régime de faire œuvre, chercher à éliminer la majorité sunnite. Donc cette question de la confession et de l'appartenance religieuse, elle n'est pas complètement anecdotique, et elle est d'autant moins anecdotique qu'elle a été prise en charge dans une dynamique réciproque, dans un rapport de pouvoir. Pour ce qui est de l'autre question géographique sur le Maghreb et le Machalak dans ce cas, alors je ne saurais pas forcément comment répondre à cette question-là, honnêtement. Il y a un certain nombre d'indices qui me font penser qu'il y a des formes, il y a des pratiques particulières, il y a des formes de mise en de mise en révolution qui ne sont pas exactement les mêmes au Maghreb, au Machrek, mais d'un autre côté, il y a aussi autant de différences probablement entre l'Algérie et la Tunisie qu'il peut y en avoir entre la Tunisie et l'Égypte en fonction de ce qu'on va regarder, quoi. Donc, j'aurais pas, je pourrais pas répondre en disant voilà, dans l'Occident c'est comme ci, dans l'Orient c'est comme ça. Peut-être, oui. Alors. Voilà, oui, ça c'est pas ce que c'est pas ce que j'entendais dans votre question. Alors, si c'était ça qu'il y avait dans votre question, évidemment, c'est autre chose. Alors bon, oui, il y a l'élément berbère au Maghreb, mais enfin, j'ai parlé des Kurdes brièvement tout à l'heure. C'est un peu une question qui se pose aussi dans l'espace de l'Orient. En tout cas, c'est probablement plus central dans l'espace maghrébin. Et évidemment, ça met en question, y compris la dénomination de révolution arabe, ce qu'on a en tête quand on l'utilise. Maintenant, il me semble que là aussi, c'est un peu la même question qui se joue, c'est-à-dire que celle que je viens d'évoquer sur la religion, je trouve que une des intelligences collectives qui a été déployée par la révolution algérienne en particulier, ça a été de précisément déjouer ce piège-là aussi. C'est-à-dire d'anticiper sur le fait que la segmentation par l'ethnie, par la langue, etc., serait utilisée par le pouvoir, ce qui n'a pas manqué de faire, pour ensuite, justement, mais de manière assez proche, finalement, quand on voit les drapeaux avec la croix et le croissant qui étaient très présents en Égypte, et la manière d'avoir le drapeau amazigh et le drapeau national en même temps en Algérie, on a ce type de ruse qui ne disent rien sur, me semble-t-il, en tout cas sur sur les débats qui peuvent continuer à exister,
sur cette question-là, de l'appartenance, de la place de la berbérité dans l'appartenance nationale. Hein. C'est des choses qui sont discutées dans le cadre d'assemblées, qui peuvent aussi être mises en œuvre. Mais en tout cas, ce n'est pas complètement réglé. Mais symboliquement, c'est affiché comme quelque chose qui est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que la conscience du jeu de dupe, c'est-à-dire ça fait partie de ces choses où on va dire au pouvoir, on a bien compris votre jeu. On a bien compris que ça va être votre jeu de diviser sur tel ou tel sentiment d'appartenance nationaux, culturels, etc. Donc, en tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois pour l'instant. Alors, évidemment, ça serait différent si on avait eu un renversement de régime et si on était en train de voir des mises en place, et il y aurait peut-être des choses à lire, à comprendre. Mais en tout cas, dans l'espace de la révolte elle-même, ça fait partie de ces manières d'anticiper sur un certain nombre de ruses du pouvoir. Merci. Encore une ou deux questions. Alors, 2 questions. Merci. Bonjour, bonsoir. J'ai une question de méthodologie. Je me demandais, quelle méthode en fait vous aviez déployée pour construire ce travail sur la rue, et que ce soit vous, Leïla Dakhli, ou le projet de recherche auquel vous appartenez. Vous avez dit au début, je m'en souviens plus, je m'excuse. Merci pour cette question. Alors, le projet DREAM est un projet qui rassemble un certain nombre de chercheurs. Il y a un noyau d'une douzaine de chercheurs et de chercheuses auxquels s'adjoignent un certain nombre d'autres collaborateurs plus ou moins occasionnels. C'est un projet interdisciplinaire, donc il y a essentiellement des historiennes et des historiens, des anthropologues et des sociologues du politique, quelques 2 ou 3 représentants comment on peut dire ça ? Ça serait plutôt en anglais, on dirait des cultural studies, mais enfin c'est des littéraires qui travaillent sur des questions liées un petit peu à des questions de société. Comment on travaille ? Alors, le socle du travail, c'est l'archive, bizarrement, mais conçu dans une acception de l'archive assez large, c'est-à-dire l'idée, c'est de collecter la documentation ou ce qui est produit par les révolutionnaires eux-mêmes. Alors que cette production soit accessible dans des lieux d'archivage officiels, enfin institutionnalisés ou institutionnels, ou qu'il faille aller les chercher plutôt chez des personnes privées ou dans des associations. Donc une partie de notre travail consiste à collecter, à recueillir et à déposer ces archives. L'autre, ensuite, on travaille aussi par agrégat de travail de terrain, c'est-à-dire en allant, ce que je disais au début, c'est-à-dire, pour être honnête, au départ, quand on a commencé, on avait aussi en tête de travailler à des comparaisons macro, ou de réfléchir à comment on pourrait comparer de manière plus macro l'ensemble de la région, par exemple en se penchant sur des questions plus transversales, sur des pratiques, sur des vocabulaires de la révolte, sur un certain nombre de signes qui ont circulé. Et cette échelle-là, elle est relativement redondante, c'est-à-dire qu'en fait, on en arrive en général à découvrir des choses qu'on sait déjà. Donc, ça, c'est pas qu'on a abandonné, mais on a essayé de le croiser avec des approches plus micro, en disant finalement que des plongées dans certains terrains et leur comparaison avec d'autres terrains dans lesquels on fait des plongées nous permettaient de mettre en valeur d'autres types de points communs, mais aussi de différenciation entre les espaces. La difficulté de ce projet, mais qui est de toute façon beaucoup trop ambitieux, mais c'est pas grave, c'est important que ça fait réfléchir, c'est qu'il est à la fois une comparaison géographique et une comparaison diachronique. Donc, quand on travaille sur les années 60, on a d'autres questions. C'est pas exactement les mêmes contextes.
Moi, ce que je pense, c'est que cette approche, elle nous permet au moins de toucher du doigt. Alors, ce qu'on essaie de faire, c'est par exemple de se concentrer sur des moments qui nous paraissent être des moments tournants. J'ai évoqué tout à l'heure les émeutes du pain. Donc, c'est en fait des révoltes qui sont liées au plan d'ajustement structurel dans la région. Donc, ça, par exemple, c'est des moments qui touchent, pas toujours à la même époque exactement, mais en tout cas qui touchent tous les pays de la région et à partir duquel on peut observer un certain nombre de dynamiques qui se distinguent du moment strictement postcolonial. Donc on considère par exemple que ce moment-là est un moment qui est un moment important, qui est un moment tournant, et ça, on essaie de voir pourquoi et comment c'est intéressant de l'observer. Évidemment, le moment 2011 en est un aussi. Donc c'est aussi une manière d'approcher. Et l'autre manière d'approcher, c'est de trouver des axes de comparaison transversaux qui peuvent être, par exemple, on a travaillé récemment sur la place des femmes dans les révoltes dans l'espace, et essayer de comprendre comment, à travers cet axe transversal, on peut penser ensemble ces phénomènes-là, ou au contraire, comment on peut les différencier, les caractériser de manière différenciée dans les différents espaces. Je ne sais pas si je réponds bien à la question, mais voilà, c'est comme ça qu'on essaie de travailler. Merci. Alors, une question courte et une réponse relativement brève. Non. Merci. Je voudrais poser également une question. Oui, ça marche. Oui, alors, avec le recul maintenant, avec les images, je me dis qu'il y a une sorte de révolution dans la révolution. Pourquoi ? Parce que les espaces dans les pays arabes, et en général dans le Maghreb et pays arabes en général, et il y a un vrai problème de manque déjà d'espace, de parcs, d'espace public. Question courte. Oui, question courte. Donc il y a une révolution dans la révolution. Et je trouve ça assez incroyable que le peu d'espace, comme place Tahrir ou d'autres places, etc., qu'il y ait des choses qui se passent comme ça, une dynamique, etc., je trouve ça déjà, c'est pas mal. Et qu'on puisse prendre soin. Comme quoi, voilà. Maintenant, c'est quoi le rapport ? Parce que je pense qu'il y a un rapport de méfiance du pouvoir, des dictatures, on va dire, voilà, il faut dire les choses, vis-à-vis des places et des rues. Est-ce qu'il y a un changement maintenant ? Par exemple, maintenant, l'arrivée de Sisi en Égypte, et on va parler du Yémen, etc. Est-ce qu'ils ont changé le regard vis-à-vis des places et des rues, avec maintenant l'intelligence, avec les caméras, etc., etc. Il y a un sort de regard, toujours de méfiance, en disant il faut toujours surveiller, il faut toujours dominer. Attention aux rues, attention aux espaces. Si on crée un parc, si on crée un espace, attention, méfiance. Ça peut toujours arriver, parce que pour l'instant, peut-être, il y a toujours l'espace est toujours dans le 2.0, mais ça peut aussi descendre dans la rue et voilà, se concrétiser. Merci. Merci pour cette question. Bon, je suis pas la mieux placée dans cette salle pour répondre à cette question. Je suis Youssef ici présent, un spécialiste de tout ça. Mais j'ai évoqué la place de la Perle à Bahreïn. C'était l'exemple type. Enfin, le Caire, je pense qu'on pourrait en parler. Je suis pas du tout. Encore une fois, je suis pas spécialiste, mais c'est évident là le pouvoir est en train de carrément déplacer le centre-ville. Donc on est vraiment dans un cas où non seulement, enfin voilà, on tire des conclusions très très fortes sur ce que ça doit être. Et pour ce que j'en sais aussi, à Alger, cette occupation de l'espace a été l'une des choses les plus historiques qui a eu lieu dans cette mobilisation, c'est-à-dire le fait qu'elle prenne place littéralement, qu'elle s'installe dans le centre-ville, qu'elle occupe cet endroit, était déjà en soi quelque chose de révolutionnaire. Là, pour le coup, on est dans des configurations, c'est relativement différencié en fonction des espaces. Et les stratégies ne sont pas exactement les mêmes, je dirais. Il y a des stratégies d'effacement, des stratégies de recouvrement, des stratégies de contournement. Et il faudrait en effet le regarder dans le détail. Mais enfin, après, c'est pas simplement le monde arabe, là, en l'occurrence. Les stratégies de contrôle de la possibilité d'occupation ou de circulation de foule ou de masse révolutionnaire, ça fait partie évidemment des stratégies du pouvoir de manière générale. Merci bien. Alors, une dernière question que je me permets. Vous avez parlé de choix des moments. Et ma question porte sur les critères de vos choix des moments. Je vais prendre 3 exemples. Mars 2005 à Beyrouth,
Est-ce que vous choisissez 9 mars ou 14 mars, les deux, et est-ce que ça correspond est-ce que votre grille que vous avez présentée fonctionne? Deuxième exemple, Tahrir, vous choisissez février 2011 et pas juin, début juillet 2013. En tout cas, ce que vous nous avez présenté, mais peut-être dans le livre, vous en parlez. Qu'est-ce qui fait que vous choisissez l'un et pas l'autre? Et le troisième exemple, c'est l'été 2013 à Tunis, entre ceux qui descendent du côté de la Troïka et ceux qui descendent du côté de l'opposition. Est-ce que ça donne quelque chose de différent? C'est-à-dire, dans votre choix des moments, qu'est-ce qui préside? Oui, alors c'est intéressant parce que précisément, je dirais que le choix des moments se fait exactement pas comme ça. C'est-à-dire que quand on a commencé à travailler, enfin en tout cas moi quand j'ai commencé à travailler sur le projet, j'ai listé un certain nombre d'épisodes et j'ai essayé de voir comment on les définissait. Et ces définitions, elles, alors je les ai classées, hein, c'était juste pour mémoire. Hein. Donc justement, il y a celles qui sont liées à tel clan politique, alors qui vont être classifiées comme des mobilisations dites politiques, d'autres identitaires, d'autres mobilisations sociales, disons liées à des revendications sectorielles ou pas, etc. Donc la difficulté, c'est précisément de réfléchir au mouvement protestataire dans une perspective non préalablement classifiée. Donc la réponse est on les prend tous, évidemment, parce qu'on essaie de voir ce qui par-delà les divisions politiques, 9-14 mars, ou, enfin là en l'occurrence c'est dans les ou contextuels, enfin, etc., peut nous aider à comprendre les formes de la protestation dans la région en question. Voilà. C'était le sens de ma question. Voilà. Ça donne des résultats différents. Et oui, ça donne des résultats différents, et surtout ça permet de... Disons que, en fait, ça ne veut pas dire qu'on efface tout ça, parce qu'on l'a en tête, ça permet de faire jouer les variables entre elles, c'est-à-dire dire, voilà, en fait, quand tu es dans un contexte qui est dit je sais pas quoi, sectoriel ou c'est pour ça que je disais tout à l'heure les émeutes dites du pain. Enfin, qu'est-ce qu'on dit quand on dit ça, et à quel moment ça dépasse cette définition strictement politique, et en fait c'est généralement ce qui dépasse qui nous intéresse et qui va aller nous aider à mieux comprendre comment, par exemple, ça peut annoncer d'autres choses ou au contraire porter les fantômes d'autres choses. Voilà. Merci beaucoup, merci pour cette excellente soirée. Merci à vous pour votre belle participation. Je remercie à nos hôtes de la Bulac. Je vous donne rendez-vous le 5 avril 2022 pour écouter et voir Sabrina Mervin, ici même, sur les oulémas chiites de la fin du 19e siècle à nos jours, révolution et contre-pouvoir. Leïla Darlimitad, c'était un moment extrêmement intéressant et agréable. Je vous remercie. Bonne soirée à chacun et à chacune. Merci beaucoup. Au revoir.